Donc, on est présentement avec Marianne Viau, biologiste formatrice scientifique chez Miel Montréal. Bonjour. Salut! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es biologiste, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mhm. Ben oui, ben en fait, je te dirais, j'avais 5 ans, je disais que je voulais être docteur pour poissons. Ça fait vraiment longtemps que j'aimais la biologie dans la vie. Puis en fait, je pense que ça a vraiment commencé par j'ai fait une technique en bioécologie au Cégep de Saint-Laurent. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier cours sur les insectes et que je me suis rendu compte à quel point l'abeille est un insecte incroyable. Ben, les abeilles en général. Et j'ai participé en fait à l'assemblée de fondation de Miel Montréal, qu'on va expliquer dans pas trop long, et parti le rucher collectif de mon cégep. Puis, commencer à faire de l'animation scientifique pour Miel Montréal à partir de ce moment-là, donc en 2013. Donc, ça fait déjà un bon moment que j'ai une belle relation d'amour avec Miel Montréal. S'en est suivi mon bac qui était à la base en biologie marine parce que, comme je dis, j'aimais aussi autant les poissons que les abeilles, que les plantes. Et finalement, ben, je suis en ce moment à ma maîtrise en biologie végétale. Donc, vous voyez, j'ai touché à tout. Donc, je me déclare bien fière, une biologiste généraliste. Donc, je trouve que c'est important d'avoir une perspective globale et écosystémique, mais j'ai bien entendu un faible pour les abeilles et les plantes mellifères, donc les plantes qui font du nectar que les abeilles peuvent faire du miel avec. Donc, d'où l'intérêt de faire des formations avec Miel Montréal sur ces deux sujets. Fait que tu mélanges abeilles et végétaux, tu vas pouvoir combiner tes deux connaissances pour aider les abeilles. Oui, c'est ce que j'espère, exactement. Petite question, ça fait longtemps qu'il y a des ruches au Cégep de Saint-Laurent parce que moi, c'est là que j'ai étudié. Ah ouais? Ouais. Ben, je les ai fondées en 2004, 2013. Ouais, 2013. Ouais. Ah ouais. Ah, Ouais, ouais, ouais. Puis c'est c'est drôle, c'est quand même beau. En fait, je donne des formations en ce moment avec Miel Montréal, justement, on donne la formation API 101 pour toute personne qui veut débuter en apiculture urbaine. Et ça fait plusieurs fois que j'ai des étudiantes de Saint-Laurent qui viennent pour suivre la mission du rucher. Puis j'ai même des professeurs de la technique en bioécologie qui sont venus pour faire plus de liens entre le fameux cours d'insectes que je vous ai parlé et ce rucher-là. Donc, c'est vraiment la boucle qui se ferme et qui me remplit de joie. Je veux pas comme avoir l'air de quelqu'un qui a des préférences, mais le cégep de Saint-Laurent, c'est quand même un beau cégep, là. Ah, vraiment? Ben Du, oui. du beau monde, puis un très beau campus. Exact, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Miel Montréal, puis qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Je sais que Absolument. c'est une coopérative. Oui, c'est une coopérative de solidarité même. Donc, en fait, à la base, Miel Montréal, ça a vraiment été créé dans un but de rassembler le monde apicole urbain ensemble. Puis rapidement, en fait, le monde apicole urbain a pris une ampleur assez incroyable. On est passé de 3 ruchers à des milliers en quelques années, ce qui a commencé à sonner l'alarme chez plusieurs experts en biologie qui tournaient autour de la coopérative Miel Montréal. Et en fait, donc, on a décidé de modifier notre mission pour maintenant utiliser les ruchers comme un outil éducatif et que notre but, c'est vraiment plus de promouvoir la sensibilisation et l'éducation à la biodiversité urbaine, créer des aménagements pour les pollinisateurs et le reste de la biodiversité et finalement, on garde quand même l'importance d'enseigner des bonnes pratiques apicoles responsables pour les ruchers qui sont actuellement présents à Montréal. Quand tu dis sonner l'alarme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai des petites suspicions, on va peut-être en parler un peu plus tard, Mhm. mais c'est que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui se mettait des ruches sur leur toit, puis avoir une ruche, c'est compliqué. Ben exact. Tu sais, tu deviens responsable de la vie de des fois 100 000 êtres vivants. Donc, plusieurs personnes pensent que mettre une boîte d'abeilles par la suite, ça roule tout seul, c'est magique. Malheureusement, ce n'est pas le cas et surtout pas dans le monde dans lequel on vit, surtout pas en ville. Donc, la problématique, c'est qu'on a continué à ajouter plus en plus d'abeilles et les abeilles, ben, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de fleurs. Donc, on a amené plus d'abeilles dans notre environnement urbain sans pour autant ajouter plus de fleurs pour les nourrir. Donc, c'est vraiment ça l'alarme qui a été sonnée, c'est de se rendre compte que de plus en plus, il y a de compétition entre les abeilles
abeilles à miel, donc l'abeille domestique, celle qu'on met dans nos ruches. Mais en plus de ça, on a de la compétition entre ces abeilles-là qui ne sont pas indigènes du Québec, donc ne viennent pas de l'Amérique, et nos abeilles indigènes à nous, donc nos pollinisateurs indigènes qui étaient là bien avant qu'on installe des ruches et qui déjà avaient de la difficulté à trouver toute leur nourriture en ville. Puis en plus de ça, on leur rajoute un compétiteur. Donc, Miel Montréal a une mission d'éducation par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, c'est ça. Donc, on donne beaucoup d'ateliers. Donc, des ateliers pour tout le public, que ce soit pour les enfants, que pour les adultes, pour faire bien comprendre l'importance des pollinisateurs en général, la problématique potentielle de l'apiculture urbaine si on ne la met pas en perspective écosystémique, mais aussi plein de belles solutions parce que tout n'est pas noir. Il y a plein de belles façons de s'assurer que les pollinisateurs soient mieux accueillis dans nos villes. Donc, c'est ça, on fait aussi beaucoup d'ateliers plus en termes de formation pour autant être des meilleurs apiculteurs ou aussi pour faire des bons aménagements pour les pollinisateurs. Donc, on en donne autant à des spécialistes. Donc, je m'en vais dans les centres horticoles à apprendre aux futurs horticulteurs comment créer des plates-bandes meilleures pour les pollinisateurs que pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent simplement agrémenter leur balcon d'une manière à faire une différence. Donc, pour parler un peu des abeilles maintenant, c'est quoi une abeille? Ça ressemble à quoi? C'est quoi la biologie d'une abeille? Parce que moi, des fois, je regarde des affaires, regarde une abeille, puis c'est comme, ben non, c'est une guêpe, ça. Ben oui, mais déjà, ça, c'est un bon message, puis c'est toujours le message que j'essaie de passer, qu'importe la formation que je donne, c'est qu'au moins, les gens ressortent de là en sachant la différence entre une abeille et une guêpe. Mais premièrement, il y a plusieurs ressemblances. Les deux sont des insectes. Les insectes, c'est des animaux avec 3 paires de pattes, 2 antennes, une paire d'antennes, et le corps divisé en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ils sont des invertébrés, donc ils n'ont pas de squelette comme nous. Ils ont une petite carapace externe à la place qui est faite de chitine. C'est pour ça que ça fait crunch quand on les écrase. Donc, c'est ça un insecte. Et les deux sont dans la même famille qu'on appelle les hyménoptères. Donc, c'est la famille aussi qui regroupe les fourmis, les termites, toute cette grande famille qu'on caractérise par leur fameuse taille de guêpe. Donc, c'est pas juste la guêpe qui a une taille de guêpe, elles l'ont toutes. La différence, c'est que l'abeille, on la voit moins puisqu'elle est poilue. Donc, ça, c'est une des grandes différences entre les abeilles et les guêpes, c'est que les abeilles sont poilues, alors que les guêpes le sont beaucoup moins. La raison pourquoi c'est ainsi, c'est que les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen et leurs poils leur permettent de justement attirer le pollen sur leurs poils. Donc, ça crée comme un peu de l'électromagnétisme et par la suite, elles peuvent recueillir le pollen et le mettre sur leurs pattes jusqu'à la ruche ou jusqu'à leur nid, tout dépendant l'espèce d'abeille. Alors que les guêpes, elles aussi se nourrissent de nectar, les adultes. C'est leur partie, pourquoi on dit qu'ils font partie quand même des pollinisateurs, mais sont des beaucoup moins bonnes pollinisatrices que les abeilles parce qu'elles n'ont pas de poils, justement, donc elles transportent beaucoup moins de pollen à la fois d'une fleur à l'autre, mais quand même, il y a un impact qui est présent qu'il ne faut pas négliger. Mais leurs larves ont absolument besoin de protéines animales et donc surtout d'insectes. Donc, ce sont des grandes prédatrices, dont des prédatrices des abeilles. Ça va leur arriver d'aller capturer une petite abeille par-ci, par-là pour nourrir leurs larves. Et c'est tout à fait naturel. Ça fait partie du cours des choses. C'est important qu'il y ait ce type de prédateur-là dans nos écosystèmes. Puis en fait, c'est un allié des jardiniers. C'est lui qui va... c'est les guêpes qui vont pouvoir réguler les pucerons, les chenilles, les sauterelles qui mangent les légumes de nos jardins. Donc, j'essaie vraiment aussi qu'on arrête de diaboliser aussi la guêpe parce que c'est ça qui arrive des fois. On dit non, mais les abeilles, c'est les gentils, puis les guêpes, c'est les méchantes. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, les deux ont leur place dans la chaîne alimentaire et sont toutes importantes l'une comme l'autre. Ouais, c'est ça. La guêpe avait, et a encore, je pense, un mauvais nom pour plusieurs personnes. Les gens qui disent que ça sert à rien, puis ça fait juste comme piquer, puis ça fait mal, mais c'est pas le cas. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'elle est plus agressive que l'abeille, mais elle a sa raison d'être, justement, c'est qu'elle est un prédateur, donc elle a tendance à attaquer, alors que l'abeille est une proie, donc elle a tendance à se défendre. Donc déjà, c'est une
une façon différente d'utiliser son dard. Puis en plus de ça, ben, l'abeille, comment elle a évolué, elle a un dard qu'on dit comme à barbelure. Donc, c'est comme un petit sapin à l'envers. Donc, lorsqu'elle nous pique, le dard reste pris dans la peau. Et malheureusement, son abdomen se détache et elle meurt. Donc, c'est vraiment instinctivement parlant, l'abeille aura moins tendance à piquer rapidement. Nous, quand on se fait piquer par une abeille, donc c'est comme ça qu'on peut savoir si on ne voit pas l'insecte, c'est qu'il va rester un dard dans notre peau. Et vraiment, le truc là, pour les gens qui vont nous écouter, pour enlever un dard, tout le monde maintenant a accès à une belle carte de plastique pas trop loin dans notre portefeuille. Et le but, c'est vraiment de couper perpendiculairement le dard parce que la glande à venin reste prise avec le dard. Et si on la prend par nos doigts, ben là, on vient de mettre tout le venin dans notre corps et c'est ça qui fait mal. C'est le venin, c'est pas la piqûre en soi. Puis c'est souvent ça aussi qui est allergène. Donc, si vous voulez éviter une trop grande réaction allergique qui sont parfois mortelles, justement, ben c'est une question de santé publique d'apprendre ça, qu'il faut simplement couper le dard avec une carte et ça va éviter beaucoup de problèmes associés aux piqûres d'abeilles. Alors que la guêpe, ben, elle n'a pas de barbelure, c'est un dard qui est droit, donc elle peut nous piquer le nombre de fois qu'elle veut. Et donc, c'est une petite goutte de venin à la fois qu'elle va injecter dans notre sang, qui est un venin aussi complètement différent. Un venin complètement différent? Oui, donc certaines personnes peuvent être allergiques aux guêpes et pas aux abeilles et vice-versa. Donc, elle va piquer jusqu'à épuisement de son stock. Ben, jusqu'à temps qu'il est tanné. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi la guêpe est d'un jaune vif, hein, un jaune pour nous avertir qu'elle est justement plus agressive et qu'elle a un rôle de prédateur, alors que l'abeille, elle est plus couleur miel parce que c'est ça sa spécialité. Les abeilles ont un cycle de vie particulier puis sont pas tous pareils. Généralement, celles qu'on connaît, c'est les ruches. Ben, c'est ça. Là, on peut distinguer vraiment l'abeille domestique de peut-être nos abeilles indigènes. Donc, comme je l'ai dit, l'abeille domestique n'est pas indigène de l'Amérique. Elle vient de l'Europe et de l'Afrique et même, ben, c'est ça. Là, je parle de Apis mellifera, c'est l'abeille domestique occidentale. C'est elle qui, avec la colonisation, à l'arrivée en Nouvelle-France, on a amené des ruches avec nous. C'est bien depuis ce temps-là qu'elle est maintenant en Amérique du Nord. En fait, elle est maintenant partout dans le monde. C'est l'abeille la plus facile à domestiquer pour la plupart des gens. Il y en a une autre abeille domestique, c'est Apis cerana, qui est l'abeille domestique asiatique, qui est encore très populaire sur le continent asiatique, mais que, vu que l'abeille domestique occidentale est très populaire, elle prend aussi de plus en plus de place même en Asie. Puis bon, c'est un des perspectives qu'il faut garder en tête, c'est que l'abeille domestique, elle traverse à travers le monde. Hein? On la charrie en bateau, en avion, partout. Donc, c'est vraiment, c'est rendu une abeille internationale, si vous voulez. Alors qu'on a aussi des abeilles indigènes propres à chaque pays, même à chaque ville, si vous voulez, tout dépendant notre climat, tout dépendant notre environnement. Donc, à Montréal, on a 192 espèces d'abeilles indigènes. Au Québec, on en a 375. Au Canada, 800. Donc, ça donne une perspective de toutes ces abeilles-là qu'on connaît très, très peu versus l'abeille à miel. Mais l'abeille à miel reste captivante et une de ses grandes particularités, c'est justement le fait qu'elle est eusociale. Donc, c'est des grandes colonies d'environ 100 000 individus avec une seule reine par colonie. La majorité de la colonie, ce sont les ouvrières, celles qu'on voit butiner dans les fleurs. Et on a aussi les mâles, les faux-bourdons, qui, eux, leur seul et unique but dans la vie, c'est de se reproduire avec, justement, une nouvelle reine. Alors, c'est ce qu'on appelle des castes. Et c'est une espèce de monarchie, mais que les ouvrières ont beaucoup de pouvoir aussi. Et les ouvrières ont un cycle de vie bien à elles où j'aime bien dire qu'elles passent d'environ 7 adolescences différentes au fur et à mesure de leur petite vie qui dure 6 semaines durant l'été. Donc, elles ont des tâches toutes différentes et elles vont changer autant de comportement, mais aussi anatomiquement au fur et à mesure que les tâches changent. Donc, elles vont passer de nourrice à tranquillement nettoyeuse, nourrice, charpentière, magasinière, gardienne, ventileuse, puis butineuse. Donc, c'est les abeilles qu'on voit dans les fleurs, c'est les plus vieilles abeilles qui sont proches de mourir. Ah donc, ouais. Elles meurent souvent d'épuisement. C'est très énergivore pour elles d'aller
un champ de fleurs puis de revenir à la ruche. Donc, souvent, elles vont mourir fatiguées dans une petite fleur. C'est comme ça que finit la vie d'une abeille. Fait que finalement, ils n'ont pas de retraite, c'est ça? Ah non, ça l'arrête jamais. Pas une ouvrière. Pas une Non, ouvrière. jamais, jamais. Ouais. Quand on dit eux social, ça veut dire quoi exactement? Parce que les fourmis ont souvent ça aussi. Ça Exact. implique. Donc, les fourmis, les termites aussi, même certains types de guêpes, hein, les guêpes jaunes. Donc, c'est qu'il y a un aspect intergénérationnel, donc, et aussi de prendre soin collectivement du couvain, des œufs et des larves qui en suivent. Donc, qu'il y ait des tâches intergénérationnelles, mais dont le but à la base, c'est de prendre soin des jeunes et aussi d'amener collectivement les ressources alimentaires. Puis que, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une abeille tout seule, ça meurt. Ça ne peut pas survivre tout seul. C'est vraiment l'ensemble de la colonie qui permet de survivre. Souvent, on compare l'abeille à une cellule dans notre corps et que c'est l'organisme en soi, c'est la colonie. Donc, souvent même qu'on va dire que c'est ça, l'organisme vivant, c'est la ruche et non l'abeille en soi. Et d'où, quand on parle d'essaimage, donc le fait qu'une partie de la colonie se divise en deux pour aller faire une autre colonie ailleurs, on dit des fois que c'est ça le vrai mode de reproduction de l'organisme Ah ouais. social, alors que la partie très individuelle de la reine qui se reproduit avec des faux bourdons, ça fait partie de justement cet essaimage-là qui est la colonie en tant que Ouais, telle. c'est comme une division cellulaire finalement. Exact, ouais, si on veut, mais d'un point de vue d'un organisme, ouais. Ah, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime entendre, là. Parce que, nous autres, on regarde ça, du point de vue humain, nous autres, on est plus centré sur les individus. On va Ouais. regarder comme, une abeille, puis c'est quoi comme, comment elle pense. Est-ce que l'abeille a des émotions? Mais en fait, eux autres, ils ont un mode de vie totalement différent. Comme tu dis, Mm. le socialité, quand tu parles de... Tu disais au début, avant qu'on commence à enregistrer, que les fourmis, c'est un peu aussi comme un Ouais. exemple de socialité, mais que les abeilles, c'est vraiment comme type. Puis si je comprends bien, c'est justement à cause de cette intergénérationnalité-là et Oui, du fait qu'ils se partagent les tâches à travers comme les exact. générations. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est que aussi, je connais beaucoup mieux les abeilles que les fourmis, donc je ne vais pas non plus Ouais, trop parler à travers mon chapeau. Mais en effet, oui, non, c'est ça qui est impressionnant, en fait. Puis génétiquement parlant, on découvre de plus en plus à quel point même le génome de l'abeille va changer selon la tâche qu'elle va faire. Puis selon les besoins de la colonie, peut accélérer son développement vers une autre tâche ou même régresser, carrément rajeunir si il y a une perte tout à coup dans la colonie, je sais pas, il y a un empoisonnement qui fait en sorte que toutes les nourrices d'un coup meurent empoisonnées, ben les plus vieilles abeilles vont retourner à la tâche qui était plus jeune de nourrir les larves pour s'assurer de maintenir la colonie. Donc, c'est des aspects comme ça vraiment fascinants qui se passent. Puis c'est vraiment ça, une espèce d'intelligence collective parce qu'une abeille en soi, on peut quasiment pas appeler ça un cerveau, ce qu'ils ont dans la tête. C'est des ganglions, des quelques petites neurones seulement ensemble. Donc, c'est vraiment l'intelligence collective qui fait la force de la colonie. Wow! Le truc, le truc qu'elles puissent changer leur génome, ça, c'est fascinant. Mhm. Mais ils sont très, très sensibles à leur environnement. Les abeilles, on dit qu'une abeille, c'est ça, l'agressivité d'une ruche, c'est 7000 gènes en soi. Donc, c'est souvent relié à la génétique de la reine. Hein. C'est la seule mère de la colonie. Donc, c'est elle qui va donner la génétique à tout le reste de la colonie. Mais s'il y a une agression environnementale, par exemple, si un ours vient attaquer la ruche, ben, il y a 300 gènes qui vont être exprimés d'un coup et qui vont rester. Et donc, qui vont faire en sorte que la ruche va être un peu plus agressive qu'elle l'était avant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit d'une certaine manière qu'ils sont très sensibles à leur environnement et donc, ils sont aussi des indicateurs de cet environnement-là. Et en plus de ça, c'est qu'ils se nourrissent de la base de la chaîne alimentaire qui sont les fleurs. Donc, c'est sûr que si les fleurs, il y en a moins, ben les abeilles vont moins bien et le reste de l'écosystème va moins bien aussi parce qu'elles participent à la pollinisation et donc à la création des fruits de notre base alimentaire. Juste une petite parenthèse avant de continuer sur l'idée de la biodiversité. Euh,
c'est juste que je lisais des trucs sur la génétique il y a quelque temps. Et généralement, la génétique, t'as tes gènes, c'est stable, puis c'est un plan pour la création de comme ton corps, puis tout ça. Je trouve juste ça comme intéressant qu'une abeille puisse éditer ça d'une certaine manière. Ah, mais on peut le faire aussi, tu sais, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique, là. Je Ah, ne OK, oui, oui. pensais pas faire de la grosse biologie aujourd'hui. Mais en effet, tu sais, le vrai génome de l'abeille reste le même, mais c'est comment ils vont s'exprimer qui Ouais, va c'est ça. changer selon son environnement puis selon les besoins de la colonie. Mais Ah, oui. c'est des changements très rapides qu'on observe très peu ailleurs encore. Tu disais que les abeilles, c'est important pour la biodiversité, Oui. essentiellement parce que ils se nourrissent de la base de- comme des aliments, Mhm. la base des aliments. Ils se nourrissent de fleurs. Mhm. Puis c'est tout un système très bien ficelé ensemble. Oui, ben c'est ça. Ben, la biodiversité en soi, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, on va pas voir l'utilité directement d'une espèce, mais ils sont toutes interreliés, puis c'est l'effet domino. Une fois qu'une espèce est en déclin, ça se poursuit. Mais bien, l'abeille, on peut dire que c'est une espèce qu'on dit parapluie, hein, que c'est un symbole fort, puis c'est un symbole qui rayonne, puis si on les protège, ben on protège toutes les autres autour. Puis c'est ça, en fait, pourquoi Miel Montréal continue à parler de l'abeille à miel, c'est que c'est l'abeille qu'on connaît, c'est l'abeille qu'on chérit, elle nous donne du miel, on est bien content, les apiculteurs la voient, on peut la toucher, on peut sentir, mais en sauvant, d'une certaine manière, cette abeille à miel, même si elle ne fait pas partie intégrale de notre biodiversité locale, ben si on s'assure qu'elle, elle va bien, d'une certaine manière, on peut espérer que les autres pollinisateurs vont aller mieux aussi. Si on donne assez de ressources pour elle, ben on va aussi augmenter encore plus les ressources pour s'assurer que tous les autres pollinisateurs et bien entendu tous les autres insectes aussi qui ont besoin autant de plantes indigènes, ben soient plus heureux dans nos écosystèmes actuels qu'ils sont présentement. Ouais, c'est un genre de baromètre. Oui, exact, c'est ça. Je voulais en parler un peu plus tard, mais je ne peux pas m'empêcher d'amener le sujet présentement. Les abeilles à miel européennes, le fait qu'ils soient ici, ça a dû effectuer un changement dans juste au niveau des abeilles indigènes. Mm-hmm. Est-ce qu'ils prennent plus de place, les abeilles à miel? Ouais, ben oui, ben c'est une des raisons pour qu'on l'utilise autant, l'abeille à miel, c'est qu'elle est une excellente pollinisatrice, puis elles sont beaucoup, hein? Comme je l'ai répété plusieurs fois, là, des milliers d'individus dans une ruche. Donc, c'est sûr que ça va butiner beaucoup de fleurs à la fois. Puis aussi, l'abeille domestique, tu sais, elle est un peu control freak, si tu veux. Tant qu'elle n'a pas fini une espèce de fleur, elle ne va pas aller butiner la suivante. C'est pour ça qu'on est capable de faire des miels euh, d'une seule espèce de fleur. Mettons du miel de trèfle, du miel de bleuet. C'est que tant qu'elle n'a pas fini le trèfle, même s'il y a des pissenlits à côté, elle ne va aller pas les butiner tant qu'elle n'a pas terminé. Donc, ça la rend très intéressante pour la pollinisation industrielle, justement, de ce côté-là. Par contre, l'effet inverse, c'est que en mettant une ruche dans notre environnement, il y a encore très peu d'études qui l'ont démontré, puis j'espère que ça s'en vient, mais il y a une étude de Londres sur les ruches en ville qui a démontré en fait qu'une ruche, une seule ruche, ça a besoin d'1 hectare de lavande ou 8 hectares de trèfle. Juste une ruche. Et là, on se dit qu'il y en a des milliers à Montréal, donc il faudrait des milliers d'hectares de lavande ou de trèfle pour correspondre à leurs besoins, ce qui est malheureusement pas le cas en ce moment. Puis c'est ça l'affaire avec la nature, c'est que c'est très fluctuant. Chaque fleur fait une quantité de nectar qui est différente. Puis, on peut même aller plus loin en disant que le nectar est indirectement relié au nombre de précipitations. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup, s'il y a moins accès à l'eau, avec les changements climatiques, c'est ce qui s'en vient, il y aura aussi moins de nectar dans les fleurs. Donc, il va falloir encore plus de fleurs pour les mêmes besoins initiaux. Ouais. Ça veut dire que si tu as des ruches partout à Montréal sans tenir compte de la qualité de fleurs que tu vas avoir, tu risques d'avoir des problèmes avec pas juste ta ruche, mais la ruche de tes voisins aussi. Mm-hmm, exactement. C'est ça. Ça, c'est une des cris d'alarme qu'on a eu à quelques reprises, c'est qu'il commençait à avoir de la compétition entre les ruches les plus fortes
vont aller piller, donc voler le miel des ruches les plus faibles. Donc, si elles se chicanent même entre la même espèce avoisinante, imaginez à quel point elles ne doivent pas laisser beaucoup de place aux pollinisateurs indigènes. Le peu d'études qui ont été démontrées démontrent vraiment que c'est interrelié au nombre de ressources alimentaires. S'il y a assez de fleurs pour tout le monde, il n'y aura pas de chicane entre les abeilles à miel et les abeilles indigènes. Elles vont se partager les ressources équitablement. Mais c'est vraiment le fait qu'il en manque qui crée ces problématiques-là. Tu disais que les abeilles vont piller les ressources des autres. Moi, j'ai entendu des histoires que tu as des ruches qui peuvent comme se promener puis se rencontrer puis comme communiquer ensemble. C'est un phénomène qui est connu ou j'ai entendu ça, c'est weird, c'est un dude whack sur Internet qui me dit ça. Non, en fait, c'est ça, non. Une ouvrière, si elle ose entrer dans une ruche qui n'est pas la tienne, elle va se faire sortir rapidement et attaquer et même tuer s'il le faut. C'est impossible pour une ouvrière d'une autre ruche, si la ruche est en bonne santé, de se faire entrer. La problématique, c'est si une ruche ne va pas très bien parce qu'elle est déjà affaiblie par plein de facteurs qu'on peut parler plus tard, pourquoi les abeilles vont pas très bien et qu'en plus elles manquent de ressources, ben là, c'est là que les abeilles vont réussir à aller voler les ressources. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire et rarement les abeilles vont vouloir communiquer entre elles. La grande différence, c'est les faux-bourdons. Les faux-bourdons, les mâles de la colonie, ils sont très peu, ils sont un peu insignifiants pour les ouvrières parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir par eux-mêmes. Ils ont besoin des ouvrières pour se nourrir, donc ils ne sont pas capables de voler du miel. Leur seul but inéluctable, je l'ai déjà dit, c'est de se reproduire avec des futures reines, donc des princesses, si vous voulez. Alors, c'est les seuls qui ont le droit de rentrer dans n'importe quelle ruche juste pour voir, est-ce qu'il y a des princesses qui s'en viennent, puis aller juste se promener de gauche à droite. Donc, on dit souvent que c'est le faux-bourdon qui connecte les ruches en chambre. Ce qui a aussi son mauvais côté, ça peut être vu comme quelque chose de romantique, de cute à dire, la connexion que le faux-bourdon amène entre les ruches, mais c'est aussi lui qui amène les maladies et les parasites. Donc, c'est un autre aspect de l'apiculture urbaine, c'est que des fois, les gens, c'est ça, croient que c'est super facile gérer une ruche et pourtant, c'est facile aussi élever beaucoup de maladies, de parasites dans cette ruche-là. Donc, tu es responsable de tout ça et en ruche, en ville, les ruches sont à proximité, donc c'est vraiment facile de propager des maladies et des parasites. Donc, c'est vraiment une responsabilité collective de bien connaître ces maladies et parasites-là pour ne pas les propager. Et donc, le faux-bourdon participe malheureusement à cette problématique, si vous voulez. On va en parler un petit peu plus tard, mais je voulais juste finir un peu la biologie des abeilles en parlant de nidification. Mm-hmm. Ben, en fait, là, dans le fond, si on parle de l'abeille à miel, les abeilles à miel, elles vivent dans une ruche. Donc, la plupart des ruches maintenant sont artificielles, sont créées par l'homme parce que surtout au Québec, l'abeille à miel ne peut pas survivre à nos hivers, mais surtout plus en fait dans nos environnements actuels. Avant qu'on avait des très grands arbres centenaires, elle pouvait peut-être par chance trouver un qui a un trou dedans pour se réchauffer, mais ça n'arrive quasiment plus des environnements comme ça qui lui permettent d'avoir une assez grande isolation pour survivre à nos hivers. Donc, il faut que l'être humain les isole pour s'assurer qu'elles survivent. Donc, une ruche égarée, une ruche qui est saine, va rarement survivre à nos hivers. Par contre, les abeilles indigènes, elles, ont des nids. Donc, il y a plusieurs sortes de nids parce qu'il y a plusieurs sortes d'abeilles. Hein. Il y a 375 espèces au Québec et il y a un spectre. Elles ne sont pas eusociales comme l'abeille à miel. La grande majorité sont dites solitaires et plusieurs sont qualifiées de grégaires et de sociales. Nos abeilles les plus sociales, on les connaît très bien, mais on fait rarement le lien, c'est les bourdons. Hein, on a une trentaine d'espèces
de Bourdon au Québec. C'est nos abeilles à miel à nous, si vous voulez. Elles font un peu de miel, mais pas des grandes quantités pour faire des réserves comme l'abeille domestique fait. Elles font des petites pelotes de pollen et de miel qu'elles donnent à leurs larves. Donc, on ne peut pas récolter le miel des bourdons. Mais c'est nos abeilles à nous qui ont un plus gros manteau de fourrure, justement, pour plus être tough face à notre climat nordique. C'est les bourdons qui vont réussir à butiner jusqu'en novembre, les dernières fleurs. C'est les seuls qui réussissent à butiner dans les champs agricoles, plus sur la côte nord, dans les régions plus froides du Québec. Et on est de plus en plus adeptes aussi pour la pollinisation dans les serres, parce qu'ils sont beaucoup moins grande quantité que les abeilles, donc ça rend ça un peu plus facile à cohabiter. Les plus grandes colonies de bourdons, le bourdon fébrile, c'est 500 individus versus 100 000 pour une abeille domestique. Ça fait quand même une différence. Et plusieurs espèces, c'est seulement une trentaine d'individus. Donc, des petites colonies qui sont souvent, en fait, un petit trou dans le sol et qui vont faire des espèces, c'est comme des alvéoles, mais au lieu que ça soit des hexagones, c'est des petits ronds qui vont être agrégés ensemble. Donc, souvent au pied d'un arbre ou dans de la mousse, il y a certains opportunistes qui vont commencer avec un terrier de marmotte, puis ça va créer ça, ils vont créer un nid à l'intérieur. Pour les abeilles solitaires, ben là, il y a une grande diversité encore une fois. La plupart d'elles vivent le temps d'un été, donc vont sortir de leur petit nid au printemps, butiner dans les fleurs, faire leur vie, se reproduire à l'automne avec leur partenaire et créer un nouveau nid. Donc, ces nouveaux nids peuvent être beaucoup de niches dans le sol. En fait, 90% des abeilles solitaires nichent dans le sol. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais le sol dénudé est aussi important. Donc, travailler le sol nuit à la plupart des nids des abeilles solitaires. Mais aussi, plusieurs d'entre elles vont nicher dans des petits bouts de bois, d'où la nouvelle mode des nichoirs à abeilles solitaires. Donc, on dit des hôtels à abeilles. Donc, c'est bien dans du roseau, du bambou, etc. Et donc, elles vont faire des petites cloisons et dans lesquelles, de chacune de ces cloisons, elles vont pondre un œuf avec une pelote de pollen et de miel. Puis, pendant tout l'hiver, ces larves vont se développer et au printemps, les abeilles vont sortir. Donc, c'est le type d'environnement dans lequel elles peuvent vivre. Il y en a qui vont carrément les plus grosses. L'abeille charpentière, la grande abeille charpentière, c'est grosse comme notre pouce, c'est plus gros qu'un bourdon. Beaucoup de gens vont penser que c'est des bourdons, en fait, alors que c'est une grosse abeille solitaire qui va gruger dans le bois mort pour faire son terrier. Donc, il y en a vraiment tout plein des espèces comme ça, très variées, très jolies, qui font partie de notre belle biodiversité qu'on devrait être plus fiers d'admirer. Juste pour dire, moi, je trouve que les bourdons, c'est tellement joli, là. Mais oui, c'est comme des pandas volants. Ils sont tellement cute. Puis si on va sur la page Facebook de Epistemia, la photo de couverture, c'est une photo que j'ai prise moi-même. On plug la page Facebook. Allez la voir. C'est une photo d'une abeille verte que j'ai vue. Ah! Agapostémon! J'imagine. Attends, j'allais voir. Je suis curieuse. Est-ce qu'elle est toute verte ou elle a le thorax vert puis un abdomen noir et blanc? Ah, je pense qu'elle est toute verte. Ah, OK. Mais si elle est toute verte, de toute façon, Agapostémon, ça fait partie de ce qu'on appelle les abeilles de la sueur. C'est des toutes petites abeilles qui, justement, aiment beaucoup la sueur. Des fois, moi, je sors d'une ruche, puis des fois, il fait chaud, puis elles vont aller boire les petites gouttes sur ma peau. Ah, mais non, c'est Agapostémon. Je te confirme. Donc, on la voit bien. La tête et le thorax est vert et l'abdomen est rayé noir et blanc. C'est une de mes abeilles préférées. Ah Puis, ouais. justement, à vous, Agapostémon, ça fait un nom de Pokémon. Elle a l'air vraiment d'un Pokémon. Moi, je l'adore, cette abeille. Puis, ouais, une fois que tu la vois, tu peux la voir partout. Elle est très présente quand même. Dès que tu fais un petit jardin fleuri, elle va finir par se pointer le bout du nez. Je suis content de savoir ça. Ben, bravo de l'avoir pris en photo. Juste à côté de chez moi, en plus, comme quelqu'un qui a des plantes en avant de son terrain, puis on les regardait, il y avait comme un gros bourdon, puis tout ça, puis « Hey, c'est une abeille verte, ça? » Eh oui, il y en a des mauves, des abeilles, il y en a vraiment, là, toutes sortes de... Tu sais, il y en a des plus romantiques que d'autres. Et une autre de mes abeilles préférées, c'est l'abeille des courges, qui est, on peut dire, une abeille plus naturalisée. Elle vient de l'Amérique du Sud à la base, puis elle a monté vers le nord. Mais c'est ça, elle est
spécialisée dans la famille des courges, donc concombre, courge, citrouille, zucchini. Donc, il y a des grandes fleurs oranges. Puis, donc, elle va se nourrir à l'intérieur, bien entendu, mais elle va aussi dormir, s'accoupler. Elle va tout faire dans ces fleurs-là, tellement que des fois, elle va oublier de sortir avant que la fleur fane et elle va mourir avec la fleur. Donc, vraiment, c'est une histoire un peu à la Roméo et Juliette. C'est un peu tragique. Oui, exact. Là, on va commencer à parler un peu de la présence des humains et des abeilles. Fait que les humains ont probablement, les abeilles, c'est vieux, c'est plus vieux que les humains. 100 millions d'années. 100 millions d'années. C'est 10 fois plus long que... Non, peut-être, non, pas mal plus que 10 fois. 100 fois plus long que l'existence des humains. Les humains, c'est genre 100 000 ans, plus ou moins. Nous autres, on est arrivés, puis on a commencé à les utiliser. Puis là, dans l'histoire récente, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont affecté les abeilles. On parle entre autres des pesticides, de monoculture, des pratiques agricoles. Je ne sais pas si tu as de l'information là-dessus ou des opinions. Les deux sont bienvenus. Bien sûr, c'est sûr que c'est ça l'affaire, c'est que on essaie de comprendre pourquoi les abeilles vont pas très bien, puis c'est les abeilles au pluriel, bien entendu, celle qui nous a fait réaliser que ça allait vraiment pas bien, c'est l'abeille domestique parce que c'est elle que justement on élève, hein, qu'on s'occupe, qui maintenant interreliée avec notre agriculture industrielle. Donc, tu sais, on n'a pas le choix d'avoir des ruches pour nos grands champs d'amandiers, puis nos grands champs de canneberge, puis nos grands champs de bleuets, si on veut avoir une production intéressante. La problématique, c'est que c'est aussi très stressant pour ces abeilles-là d'être dans cet environnement-là parce que c'est qu'elles ne devront manger qu'une seule espèce pendant des mois et des mois. C'est comme si on nous obligeait à manger du brocoli sans arrêt. À un moment donné, on va être malade, on va avoir des carences. C'est la même chose pour les abeilles. Elles doivent manger une diversité de nectar et de pollen pour assurer leurs besoins. Et bon, le transport qu'elles font entre les champs et l'autre aussi, c'est extrêmement stressant pour elles. Et bien entendu, malheureusement, la plupart de ces champs-là vont émettre des pesticides, donc surtout des insecticides. Bien, dit insecticide, dit tuer des insectes et l'abeille est un insecte. C'est rarement celui qui, bien entendu, qui est visé, mais reste que ça va quand même l'atteindre, dont les fameux néonicotinoïdes, donc ceux qu'on dit les insecticides tueurs d'abeilles en particulier. Pourquoi c'est aussi pire? Je pense que tout insecticide est mauvais en soi pour les abeilles, là, je vais être claire, mais la différence qui les rend, disons, encore plus problématiques, c'est que on a décidé d'enrober les semences de cet insecticide-là. Et donc, la semence, en germant, va absorber le poison en soi. Et la plante, en tant que telle, devient un insecticide jusqu'à la fleur, jusqu'au nectar. Donc, c'est ce qu'on appelle un empoisonnement direct. Donc, l'abeille va boire l'insecticide directement et c'est un neurotransmetteur, cette insecticide-là, ça vient directement jouer dans le cerveau des abeilles. Et donc, si ça ne les tue pas directement parce que la dose est très forte, ça va aussi les empoisonner de manière chronique, comme par exemple lorsqu'elles vont boire dans les cours d'eau à proximité d'un champ qui répand des néonicotinoïdes, la poussière des semences remplies de cet insecticide va retomber, va ruisseler jusque dans les flaques où les abeilles s'abreuvent. Et donc, au fur et à mesure qu'elles vont boire un petit peu de cet insecticide-là, ça va jouer sur leurs neurones et ça va les désorienter. C'est une des raisons pourquoi qu'on a ce qu'on appelle l'effondrement des colonies. Donc, que d'un jour au lendemain, les apiculteurs ouvrent leur ruche et qu'il n'y a quasiment plus d'abeilles à l'intérieur, c'est qu'on croit qu'elles ont été désorientées, qu'elles n'arrivent plus à se repérer, qu'elles n'arrivent plus à retourner à la colonie. C'est une des raisons parmi tant d'autres. On croit qu'en général, c'est que leur environnement est tellement rendu nocif qu'elles décident simplement de foutre le camp. Donc, ça reste un étrange phénomène en soi, mais il faut les comprendre, les pauvres. Donc, tu sais, vraiment, on les empoisonne, on les fatigue en les promenant de gauche à droite et leur nourriture de plus en plus loin est fragmentée. Hein? Elles font de plus en plus de kilomètres pour trouver très peu de fleurs à la fois. Donc, elles ont faim. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, mais l'abeille est rendue internationale. Hein,
promènent partout dans le monde. Donc, il y a des maladies exotiques, des parasites exotiques. C'est rendu que quasiment toutes les ruches sont prises avec le fameux varroa. Donc, c'est un petit acarien qui va attaquer les abeilles, c'est un peu comme un pouls, si vous voulez, mais c'est comme si nous, on avait un pouls gros comme notre main qui venait exactement, tu sais, le fameux endroit dans notre dos où on n'est pas capable de se gratter. Ben, c'est exactement là que lui se met sur l'abeille. La pauvre, avec ses pattes, elle n'est pas très habile pour l'enlever et va tranquillement sucer l'intérieur de l'abeille. C'est pas assez souvent pour les tuer directement, mais ça diminue leur espérance de vie. Et ici, ils attaquent aussi les larves. Et là, les larves vont soit mourir ou être complètement déformées à la naissance. Donc, ça vient complètement défaire cette fameuse chaîne de la socialité qu'on parlait. Donc, les nouvelles abeilles n'arrivent pas à effectuer leurs tâches comme il faut. Ça vient vraiment tout défaire la magnifique évolution que ça fait. Le socialité, on dit que ça fait environ 50 millions d'années là, qu'elle est vraiment là. Voilà, tout ça est détruit du jour au lendemain à cause du varroa. Donc, c'est ça. Donc, elles sont fatiguées, épuisées, barouettées de maladies et de parasites, en plus d'être empoisonnées puis d'avoir faim. Donc, c'est tout ça en soi qui fait en sorte que les pauvres abeilles, elles sont un peu à bout. Ouais, ça, une des causes de ça, on parle des pesticides, monoculture, tout ça, mais une des grandes parties, c'est l'industrialisation de l'apiculture. Parce que ils produisent un bien pour nous qui a une valeur, le miel. Ils ont des quotas à faire, les abeilles. Oui, ben c'est ça. Ben encore une fois, c'est vraiment relié à l'industrialisation de l'agriculture, je dirais. Tu sais, c'est l'agriculture industrielle, ces grandes monocultures qui a obligé aussi les apiculteurs à faire cela parce que malheureusement, beaucoup maintenant, c'est leur seule façon de survivre, c'est en créant cette pollinisation de masse-là parce qu'ils font quasiment plus de miel, tellement il n'y a plus assez de fleurs à proximité, puis tellement leurs abeilles sont en moins bonne santé. Ça crée vraiment des problématiques autant économiques qu'environnementales que sociales, si vous voulez. Là. C'est la perte quasiment d'un métier si on continue comme ça. C'est de plus en plus difficile d'être apiculteur aujourd'hui dans les conditions actuelles. Puis bon, oui, on peut aussi juger l'agriculture industrielle comme elle est, mais on peut aussi juger comment on fait nos villes. Hein. L'urbanisation, c'est l'autre très grande problématique. Puis, on l'a longtemps oublié dans le sens que il y a 10 ans, pourquoi l'apiculture humaine est devenue tellement populaire, c'est qu'on était comme « Ah merde, les abeilles sont en train de mourir en campagne à cause des pesticides. Amenons-les en ville, il n'y a pas de pesticides, elles vont être bien. » Puis l'idée était super en soi, puis j'étais la première là, à fonder un rucher collectif en conséquence. Mais ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que c'est bien beau qu'il n'y ait pas de pesticides, mais il n'y a pas assez de fleurs. Donc ça, c'est l'autre problématique. La campagne a une abondance florale qui est malheureusement souvent monoflorale, donc d'une seule espèce. Mais au moins, il y a beaucoup de fleurs. Alors qu'en ville, il y a une diversité, mais aussi qui est très exotique et très ornementale et qui rarement correspond aux besoins des abeilles. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un changement de mentalité. La pandémie a amené ça. Les gens veulent se reconnecter à la nature, donc s'intéressent à l'agriculture, s'intéressent à l'apiculture, mais ont aussi le temps d'en apprendre. Donc, viennent faire les cours à Miel Montréal et réalisent peut-être que leur idée romantique est un peu plus compliquée qu'elle l'était et c'est correct. Ça fait partie de ma job, mais se rendre compte aussi de tout l'intérêt et l'importance de bien faire les choses et de planter des fleurs indigènes bonnes pour les abeilles. Puis, les pépinières spécialisées dans ces plantes indigènes sont plus populaires que jamais, ce qui démontre que le message passe. Donc, ça, là-dessus, c'est la bonne nouvelle, si vous voulez. Là. J'aime ça, parce qu'à chaque fois que je parle du déclin, on dirait que je suis comme, oh mon Dieu, je veux pas que les gens dépriment. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent si on le veut, bien entendu. Y a-t-il une manière de faire de l'apiculture éthique? Mm-hmm. Ben oui, premièrement, il y a plusieurs choses à se poser comme question avant de mettre une ruche quelque part. Premièrement, c'est est-ce qu'il y a assez de fleurs? Donc, il faut regarder
dans son environnement, visualiser les fleurs qui sont disponibles. Une abeille, ça va environ de 3 à 5 km. Dans un monde idéal, il ne faut pas que ça dépasse 3 km à la ronde si on veut qu'elle ait une espérance de vie intéressante. Donc, dans un 3 km autour de chez toi, est-ce qu'il y a beaucoup de fleurs? Puis, c'est toujours mieux d'en rajouter. Donc, avant même de mettre quoi que ce soit comme ruche, planter des fleurs indigènes et mellifères. Par la suite, c'est en faisant ton tour de quartier, est-ce qu'il y a des ruches déjà présentes? S'il y a des ruches déjà présentes, ben, je te conseille de ne pas en ajouter. Et au contraire, ben, tu peux aller cogner chez ton voisin puis demander est-ce que ça y tente de partir un rucher collectif à la place. C'est intéressant, c'est partager les ressources, partager aussi les responsabilités parce qu'une ruche, il faut que tu l'ouvres aux 2 semaines. Tu ne peux pas partir à un chalet pendant un mois quand tu as une ruche. Puis si tu décides d'avoir ta ruche au chalet, ben il faut que tu y ailles minimum aux 2 semaines. Donc, c'est le genre de réflexion que les gens ne pensent pas souvent lorsqu'ils décident de mettre une ruche. Donc, par la suite, bien entendu, c'est de faire une formation. Donc, tu sais, la formation de base de Miel Montréal à PI101, c'est 7 cours de 3 heures. Puis, c'est vraiment le minimum pour comprendre ce qui se passe. Puis la plupart des gens ne vont pas nécessairement se sentir à l'aise par la suite d'être dans un ruche. Ils vont avoir le vertige de faire « Oh mon Dieu, là, je comprends toute la complexité. » Et ça nous amène à notre deuxième cours qui est à PI102, qui est de se mettre carrément dans notre rucher éducatif. On a 2 ruchers éducatifs, un au Jardin botanique et un au campus 1000 de l'Université de Montréal, qui permettent justement à ceux qui ont fait à PI101 de tranquillement pratiquer et de comprendre ce qu'ils ont appris en théorie et le mettre en pratique. Wow, génial. Donc, quand les gens arrivent, sont un peu désillusionnés, parfois c'est une bonne chose parce que oui. S'occuper d'une ruche, comme on en a parlé, c'est compliqué. Il faut que tu prennes soin de tes abeilles. Il faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec elles. Il faut que tu saches quand ils ont des parasites puis quand ils ont des maladies. Exact. Puis, est-ce qu'ils ont assez de miel en ce moment? Est-ce qu'il y a assez de pollen? Est-ce que la reine pond bien? Est-ce qu'il y a assez d'œufs? Tout ça, là, c'est le strict minimum à comprendre. Puis, c'est d'où l'intérêt d'un rucher collectif. Moi, en ce moment, je fais partie du rucher collectif de Centre Paul Roulant, un organisme communautaire sur le plateau. Et on est une vingtaine de personnes. Puis, il y a des personnes comme moi qui ont plus d'expérience en apiculture. Puis, il y en a que c'est la première fois de leur vie qui vont toucher à une ruche. Puis, ça permet de faire des échanges. Comme les abeilles font des échanges dans leurs tâches et on se supporte. Donc, il y en a qui ont plus un avis de mentor, justement, comme je peux avoir des fois, puis d'autres vont être prêts à mettre la main à la pâte et d'être plus disponibles pour s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un qui va voir la ruche au bon moment et que surtout pas on met en péril la vie de ces abeilles-là. Ça veut dire qu'on peut tirer des leçons de vie en regardant les abeilles? Ah, bien sûr. Moi, sincèrement, tu sais, ça fait 9 ans là, que je fais de l'apiculture, puis à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir une micro-société dans mes mains, là, tu sais, quand je lève un corps d'abeille. Mais les abeilles indigènes m'en apprennent tout autant. Hein. Maintenant que je les connais, que je les vois un peu partout dans les fleurs, j'apprends plein d'autres belles choses aussi. Je pense que se reconnecter à la nature, tu sais, moi, c'est ça que j'apprécie, que ce soit de l'agriculture urbaine ou de l'apiculture urbaine, c'est de ramener la nature en ville. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça la première leçon de base qu'il faut se dire. Puis, c'est pas mettre des ruches qui va sauver les abeilles. Ça, c'est l'autre grand message important à garder de cette émission. C'est pas mettre des ruches qui sauvent les abeilles, c'est mettre des fleurs. Parce que les abeilles qu'on veut vraiment sauver en premier, c'est pas celles qu'on a amenées ici en Amérique, c'est celles qui étaient déjà là bien avant nous. Hein? Parce que c'est ça, une des missions de Miel Montréal, c'est de créer et entretenir des habitats favorables aux pollinisateurs. Oui, exact. Donc, on a nos fameux jardins des pollinisateurs, qui est un volet qu'on est en plein développement. Donc, c'est tout à fait possible pour, surtout en ce moment, on fait ça beaucoup dans les écoles, dans les organismes communautaires, de plus en plus avec la Ville de Montréal. Donc, avec l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, on fait carrément de lutte contre l'herbe à poux en mettant des fleurs bonnes pour les abeilles. Donc là, c'est d'ajouter encore plus de fonctions écosystémiques à notre environnement. Puis moi-même, ben ma recherche, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais moi, je fais beaucoup, mon étude est sur l'agriculture urbaine et sur comment, en fait, de faire un compagnonnage dans des plantes alimentaires comme des tomates cerises, puis des plantes phytorémédiatrices, donc qui décontaminent les sols. Mais là, ce qu'on veut voir aussi, c'est des plantes qui
font des fleurs bonnes pour les abeilles peuvent aussi décontaminer les sols, mais sans pour autant que les contaminants aillent dans le nectar et nuisent aux pollinisateurs. Donc, c'est ce genre d'équilibre-là que la nature faisait bien avant nous, qui pourrait tranquillement aussi, si on veut, réparer tous les dégâts qu'on cause au quotidien. Donc, c'est ce genre d'intérêt qu'on oublie des fois à quel point les plantes sont magiques, puis ils peuvent vraiment participer justement à rafraîchir notre air, tu sais, avec les îlots de fraîcheur, donc beaucoup d'îlots de chaleur en ville, capter le ruissellement de la pluie qui malheureusement, souvent, on met tellement de béton que nos égouts refoulent et là, on contamine notre eau. Alors, plus qu'on va mettre de végétaux, plus qu'on va résoudre de problèmes. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qu'un individu peut faire pour aider à cette mission-là? Ben c'est ça, il y a plein de belles actions, bien entendu. J'espère que les gens ont compris que planter des fleurs indigènes et mellifères, c'est vraiment une solution en soi. Puis c'est beaucoup plus accessible qu'on croit. Il y a sur le site de AgriRéseau la fiche de fleurs mellifères du Québec qui est facile d'accès. Sinon, c'est ça, Miel Montréal, on offre de plus en plus de formations sur comment créer un bon jardin pour les pollinisateurs. Donc, la diversité, c'est la clé, hein? Plus que tu mets une diversité de couleurs, plus que tu mets une diversité d'espèces, plus que tu mets une diversité aussi de floraisons différentes, parce que si toutes tes fleurs fleurissent en juillet, c'est le fun, mais après ça, ils vont faire les pollinisateurs le reste du temps. Et une diversité en termes de strates, donc avoir des plantes couvre-sol, des plantes herbacées, des arbustes, des arbres, ça permet de correspondre à tous les besoins de ces petites abeilles indigènes que je parlais, qu'il y en a qui vont nicher dans les branches, d'autres qui vont nicher dans le sol, etc. Donc, plus qu'une diversité, plus que tu vas amener une diversité pour tes pollinisateurs aussi en même temps. Aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les abeilles, mais ce sont des animaux et elles ont besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Imaginez là, quand on mange une toast de miel, à quel point c'est sucré puis qu'on a soif après, mais imagine quand c'est ton régime alimentaire. Manger du miel, donc elles ont besoin de beaucoup d'eau pour compenser. Et en fait, elles adorent l'eau sale, entre guillemets, donc l'eau minéralisée avec des nutriments dedans qu'elles vont chercher, qui est complémentaire à leur alimentation dans les fleurs. Donc, malheureusement, ça va l'arriver de boire de l'eau vraiment dégueu et contaminée à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas d'autres sources. Donc, si vous voulez aider les abeilles, simplement faire un petit abreuvoir sur votre balcon. C'est aussi simple qu'une soucoupe que vous mettez des petites roches à l'intérieur. Ça leur permet autant d'avoir les éléments nutritifs que je parlais, que aussi être un accotoir pour qu'elles puissent boire sans se noyer. Acheter local et biologique. Ça, c'est vraiment un geste simple. C'est le fun, c'est bon, puis c'est efficace. Donc, encourager l'agriculture biologique, c'est d'une certaine manière faire reculer l'agriculture industrielle qu'on a nommée qui est problématique, encourager nos fermiers locaux et encourager nos apiculteurs locaux et biologiques qui font du mieux qu'ils peuvent pour faire une pratique responsable à tous les coups. Et ce qui veut dire très peu d'argent en retour. Donc, c'est vraiment important de les encourager et de les faire vivre pour, on l'espère, retourner vers un système alimentaire plus durable et résilient à long terme. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, pas mettre de pesticides, donc aussi contribuer à l'agriculture écologique. Puis, ça a l'air facile à dire, mais malheureusement, notre système est très vicieux de ce côté-là. La plupart des gens sèment du gazon rempli de pesticides sans même le savoir. Donc, lire les étiquettes. C'est triste à dire, mais c'est rendu que ça va pas être écrit en gros que c'est rempli de pesticides. Puis bien entendu, moi, je suis pas une grande fan du gazon. Le gazon, c'est justement une monoculture très peu intéressante pour les abeilles. Si vous voulez quand même une belle pelouse verte, allez vers le trèfle. Parce que le trèfle, bien, premièrement, c'est plus résilient, moins besoin d'arrosage, moins besoin d'engrais. C'est une plante qui fixe son propre azote, donc pas besoin d'en mettre. Et en plus, ça fait des fleurs. Donc, des petites fleurs blanches très jolies et que les abeilles raffolent. Ça fleurit de juin à septembre, donc c'est parfait pour une grande partie de la saison pour les abeilles. Alors, moi, je suis une fan infinie du trèfle. C'est vraiment un geste simple qui fait toute la différence. Semer du trèfle à la place de votre gazon. Si on met du trèfle, est-ce qu'on doit le couper? Non, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça fait maximum 5 cm de hauteur.
Tu n'as jamais besoin de tondre, là. Ça te simplifie la vie. C'est juste simplement, encore une fois, changer une mentalité qu'on a juste gravée dans notre tête que ce qu'il faut, c'est un beau gazon vert. Ben, le trait vert, c'est selon moi encore mieux. Bien reçu. Je pense que je vais en parler à des gens. Et oui, ben ça, c'est la dernière action, en parler, justement. Donc, si une chose qui vous a plus touché qu'une autre dans cette émission, ben s'il vous plaît, passez le mot. Puis venez faire un tour sur le site Internet de Miel Montréal, voir nos belles formations qu'on offre. C'est l'été, on va faire de plus en plus d'activités à l'extérieur avec tranquillement un déconfinement, puis ben on fait ça de manière sécuritaire. Donc, venez nous voir. D'ailleurs, en fin de semaine, ben sûrement que toi, ton émission, elle va pas passer tout de suite. OK, je vais pas faire de pub d'abord. Mais s'il y a d'autres choses qui se passent comme pendant l'année, je peux mettre un lien quand l'émission va passer dans 2 semaines à peu près. Ben c'est ça, mais on a des cohortes à NAPI 101 en continu ces temps-ci. Donc, à chaque saison, on fait une nouvelle cohorte. Donc, c'est vraiment quelque chose à publier, bien entendu. On a parlé un peu d'espoir. Donc, je voulais garder ça pour la fin. Toi, tu penses qu'il y en a? Ah, ben oui, bien sûr, ben c'est ça, quand je parle de changement de mentalité, depuis la pandémie, j'ai jamais vu autant de gens faire de l'agriculture urbaine, donc de verdir la ville, verdir chaque petit balcon verdit compte, hein. Faut vraiment pas penser, faut vraiment pas sous-estimer les gestes qu'on peut faire parce que souvent l'abeille, les petites abeilles indigènes ne sont pas capables de faire plus de 300 mètres à la fois, puis ta fleur sur ton balcon, elle peut faire la différence pour elle, pour lui donner l'énergie d'aller jusqu'au Mont-Royal, par exemple. T'sais. Donc, ne pas négliger ce petit geste quotidien. Et je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus du pouvoir qu'ils ont sur leur environnement urbain. Et aussi que c'est ça, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à des paniers biologiques. Donc, il y a vraiment un éveil, je crois, vers un peu un retour aux sources, si on veut, de se reconnecter à cette nature un peu oubliée. Donc, je crois vraiment que les gens veulent comprendre comment aller vers la transition écologique parce que, qu'on le veuille ou pas, on est en crise, et pas juste sanitaire. Mais je crois que justement, c'est le meilleur moment de changer les choses et d'aller dans la bonne direction. Ouais. Excellent. Marianne Viau, merci beaucoup. Hey, c'était un immense plaisir. Merci d'avoir permis de parler de Miel Montréal.